la nuit, et il disait, puisque vous nous empêchez de rêver, nous vous empêchons de dormir. Alors évidemment, il y avait eu beaucoup de discussions, est-ce que c'était un mode d'action convenable ou pas. Dorénavant, quand il y a une situation d'impasse, de blocage, eh bien, des actions, des initiatives d'un type inédit viennent prolonger les formes traditionnelles de l'action. Alors, aucun responsable politique ne peut dire bravo ou encore, mais il faut regarder les choses avec bonhomie. Et pas tout dramatiser, faire comme si ce pays était en état de guerre civile, parce que ce n'est pas le cas, quoique il y ait une très grande violence qui se déchaîne contre les salariés. Ça, c'est vrai. Le fait qu'il s'agisse du président de la République à ce moment-là, ça ne change rien pour vous? Ah ben si, c'est un signal, c'est surtout comme ça qu'il faut l'analyser. Vous comprenez, on est devenu une époque très étrange où on demande aux hommes politiques ou aux femmes politiques d'être d'abord des sortes de prêchi-prêcha. Alors on devrait condamner ceci, condamner cela, mais c'est pas notre sujet. Comment en est-on arrivé là? Qui croyez-vous qui soit là ce jour-là? Des gens du commun, et qui ressentent M. Macron comme un monarque arrogant, et qui ne savent comment lui faire entendre leur voix. Voilà ce qui se passe. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il est responsable de ce qui lui arrive, ou même qu'il mérite ce qui s'est passé? C'est l'histoire de France, c'est comme ça. On a enterré le roi Louis XV quand il est arrivé sur le trône, c'était le bien-aimé. On l'a enterré de nuit et les gens jetaient des pierres sur son corbillard. C'est l'histoire de France. Il y a un rapport à la France avec ceux qui la dirigent qui est spécial. Et c'est à lui de faire attention d'abord à ne pas donner le sentiment qu'il méprise tout le monde. Et tout le monde aujourd'hui ressent son attitude comme du mépris. Il y a ces phrases qui resteront quand il a qualifié les gens qui ne sont rien dans l'égard. Tout ça reste. Il y a une ambiance autour du président de la République, plus le fait qu'il n'arrête pas de leur dire eh ben je ferai quand même ce que j'ai décidé. Les gens sont en grève. Il sait que les gens souffrent, ou alors il ne connaît personne dans ce milieu-là. Ils savent que ça coûte la grève, que ça coûte des sous. Et ceux qui l'ont fait en pleine fête de Noël ont un courage extraordinaire. Il leur a dit bon ben moi je verrai, je vous retrouve le 9 janvier. Toute cette cruauté sociale, tout d'un coup, lui ressaute à la figure. Je pense qu'il est assez largement responsable, y compris de cette situation, même si, évidemment, on peut souhaiter que les personnalités publiques puissent continuer à avoir une vie personnelle. Sur ce mode d'action, aujourd'hui, sur ce plateau, une ou plusieurs personnes ont rappelé que vous, quand des policiers sont venus manifester devant votre siège, celui de la France Insoumise, ça ne vous avait pas plu du tout. Ce n'est pas comparable selon vous? Non, ça n'a rien à voir. Parce que il s'agissait d'un syndicat de police, ce n'était pas des personnes. C'est un syndicat de police est venu manifester devant notre siège. Hein, et on ne sait pas ce qu'ils avaient l'intention de faire. J'ai donc pris la décision d'évacuer le siège et de les laisser devant une structure vide. Parce que je ne voulais pas qu'on s'expose à des tensions, des mots, et j'ai assez payé cher pour avoir protesté une première fois contre un abus de pouvoir judiciaire qui m'était fait. Par conséquent, moi j'ai choisi de faire baisser immédiatement la tension en n'y étant pas. Mais enfin, je rappelle qu'un syndicat de police a pu faire une manifestation devant le siège d'un parti politique sans que ça n'émeuve grand monde. Et peut-être ça va me fournir une occasion de vous dire que j'ai alerté tôt que les choses étaient en train de mal tourner. Et que par conséquent, le pouvoir commettait, le régime commet une très grande erreur de ne compter que sur la police pour faire passer ses idées. C'est une très mauvaise méthode en démocratie. J'ai alerté à temps. Nous avons déposé des projets de loi contre l'usage des LBD, contre l'usage des grenades de désencerclement et contre les méthodes de plaquage au sol. On ne nous a pas entendus à l'époque. On a dit, ben vous, monsieur Mélenchon, vous êtes un exagéré en toutes circonstances. Mais j'avais quand même bien raison avec mes amis de dire, c'est maintenant qu'il faut stopper ça, parce que si vous laissez aller, eh bien, progressivement, vous allez avoir un corps de police qui va être haï par la population, et c'est ce qui se passe. On va revenir sur le sujet. Je continue sur la soirée de vendredi avec le cas de Taha Bouafs. Il se présente comme journaliste des luttes. Il a fait état vendredi sur Twitter de la présence du président dans ce théâtre des Bouffes du Nord. Le parquet a ouvert dans la foulée une information judiciaire, notamment pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Hier soir, il a été libéré. Dans les rangs de la France Insoumise, et vous, notamment, vous vous êtes mobilisé sur Twitter pour demander cette libération. On imagine votre soulagement, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi il faudrait savoir, non? Les journalistes, vous êtes tout le temps en train de dire que votre liberté est en danger et tout ça. Lui, il est journaliste. Si vous n'êtes pas d'accord, demandez qu'on lui retire sa carte. Mais en attendant, il est journaliste. D'ailleurs, l'information avait été donnée, paraît-il. Excusez-moi, j'ai pas suivi tous les détails. Il y a eu un premier tweet quelques minutes avant. Donc, Taha Bouafs se trouve, peut-être a-t-il eu le premier tract. Il est là, c'est un journaliste. À sa manière, c'est un journaliste engagé. Mais à la différence d'autres journalistes engagés, lui, il dit
qu'il est engagé dans les luttes. Et il se trouve là et il signale que le président s'y trouve. Mais alors bon, donc... qu'est-ce qu'il lui reprochait? Je ne comprends pas. On le reproche d'avoir appelé à la manifestation, d'avoir organisé la manifestation. C'est absurde. D'ailleurs, vous savez très bien que le parquet a refusé son incarcération, comme ça lui était demandé. Et vous verrez dans les heures qui suivent qu'on va découvrir que certains l'ont accusé vraiment à tort. Bon, il était là, c'est un journaliste, il dit ce qu'il voit. Bon, voilà. Si vous-même, les journalistes, vous estimez qu'il faut mettre une limite à votre liberté d'expression, moi je suis prêt à l'entendre, hein, mais alors ça devra fonctionner dans tous les cas. Je vous signale que c'est pas la première fois. Une fois, François Hollande était au théâtre, et c'est l'une de vos collègues qui avait signalé sa présence. Personne à l'époque ne s'était ému de cette révélation. Je ne peux pas ne pas évoquer le fait qu'il a été candidat de la France insoumise. Je précise qu'il n'est plus dans vos rangs, hein, bien sûr, mais est-ce que... Mais j'en ai pas honte, moi, de lui. Ah non, mais... il est à sa manière. Hein. C'est pas du tout le propos, mais est-ce que quand même ça pèse d'une manière ou d'une autre dans votre jugement? Est-ce que vous avez estimé à un moment dans votre réflexion que le fait qu'il ait pu être membre de la France insoumise ait pu entrer en ligne? Ça n'a pas d'influence sur mon esprit. Parce que si, par exemple, il s'était levé pour aller frapper le président, j'aurais condamné. Si s'était livré à une violence, j'aurais condamné. Je suis pour la non-violence en politique. Hein. C'est un choix stratégique, moral, philosophique, mais surtout stratégique. Ce n'est pas le cas. Et Taha Bouaf, en effet, a bien voulu être candidat des Insoumis, puis il a pris ses distances avec le mouvement pour des raisons qui lui appartiennent. Ça n'est pas ça la raison, c'est pas une solidarité de gens qui partagent un vote. C'est parce que je crois que il y a une forme d'esprit français qu'incarne bien M. Taha Bouaf, qui est narquois, ironique, qui défie les puissants, et puis on lui doit quand même de nous avoir révélé l'affaire Benalla. C'est donc un journaliste qui sait se mouiller et ne pas avoir peur. En tout cas, dans ce contexte, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a parlé notamment sur notre antenne d'un climat insurrectionnel, séditieux, antidémocratique. Jean-Luc Mélenchon, le climat est-il insurrectionnel, séditieux et antidémocratique? Vous savez, on m'a entendu sur plusieurs plateaux, on me reprochait en quelque sorte d'avoir dit, moi, que nous étions dans une situation insurrectionnelle. Non, nous sommes face à un soulèvement extrêmement ample. Ce n'est pas la situation limite insurrectionnelle qu'en effet nous avions connue il y a un an avec les Gilets jaunes, au moment du paroxysme, au moment de, vous savez, le rond-point de l'Arc de Triomphe. On est dans autre chose, mais qui participe de cette longue séquence. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un expert en politique pour comprendre que la France va mal et que le lien entre son peuple et sa représentation politique seront de tous côtés. À divers égards, ça me concerne aussi, mais ça concerne surtout le pouvoir. Les gens ne veulent pas cette réforme des retraites, il faut comprendre. Ils ont peur de leur lendemain. Ils ont l'impression qu'on a introduit une insécurité radicale dans leur existence en leur disputant le droit de pouvoir partir à temps à la retraite. C'est-à-dire lorsque le corps ou les nerfs sont usés et qu'il est temps de poser le sac et de passer à autre chose. Vous savez, les retraités ne sont pas inactifs dans notre pays. Ils représentent plus de 40% des élus municipaux. Donc on voit qu'ils se donnent au pays. Mais introduire comme ça la peur sur les revenus des gens, la peur de la pauvreté, rétablir cette peur de la pauvreté qui avait disparu grâce au système des retraites, tout ça pour rien. Parce qu'il n'y a aucun problème avec l'équilibre financier actuel du régime des retraites. Ce n'est pas vrai. Pas avant, paraît-il, 2025. Mais il y a bien des solutions, peut-être va-t-on en parler. Donc les gens, le peuple français est dans cette peur et dans cette incompréhension de la raideur du pouvoir, de son arrogance, des violences policières, comme dit le journal Le Monde, où maintenant on met même plus de guillemets. Ce n'est pas normal non plus dans un pays normal. Bon, les policiers sont des gardiens de la paix et on ne finit pas par les ressentir et en avoir peur, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. On s'arrête point par point sur justement ce climat et ce qui en ressort ces dernières heures. Il y a notamment une polémique qui est en train de monter autour du tweet de Raquel Garrido, qui est proche de la France insoumise, et elle a tweeté une séquence dans laquelle on voit des manifestants qui scandent « Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer ». Et elle dit, voilà, en prévision de la grève du 21 janvier. Auriez-vous pu publier un tel tweet, vous, Jean-Luc Mélenchon? Non, attendez. D'abord, Raquel Garrido est une personnalité auquel nous sommes très attachés. Parce que c'est une puissance de réflexion, et puis elle est présente. Bon, alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous signale que c'est pas elle qui a dit... elle reproduit des images où on voit des manifestants. Et pourquoi? Parce que c'est la grève du 21 janvier. Vous savez pourquoi le 21 janvier?
C'est le jour de la mort du roi Louis XVI. Et il se trouve que Raquel Garrido, Alexis Corbière et quelques autres font tous les ans une espèce de rétrospective, un banquet, qui est une rétrospective de la Révolution. Moi, ce qui me frappe comme elle, c'est la profondeur de l'enracinement de cette histoire dans notre peuple. La grande révolution de 1789, qui a ouvert l'ère moderne, c'est avec elle qu'a commencé l'ère moderne, selon les propos du poète Goethe, qui était présent à Valmy. Eh bien, elle est présente dans notre peuple. Et je le dis à M. Macron, ne croyez pas que vous ayez affaire à autre chose qu'à des Français, quelle que soit leur religion, leur genre, leur couleur de peau. Les Français sont unifiés par ce glorieux événement où le peuple est devenu le maître. Ça ne s'effacera jamais. Et donc la révolution, à nouveau ? Moi, je suis pour la révolution citoyenne, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que je ne crois pas aux droits de l'homme sans les droits du citoyen. Et d'ailleurs, dans la déclaration initiale, il est marqué droits de l'homme et du citoyen. Des droits sans pouvoir, Madame Kerouer, c'est dans le meilleur des cas un vœu pieux. En tout cas, concernant ce tweet, il y a des députés de La République En Marche qui commencent à réagir. Bruno Oui, Kettel, par exemple, qui parle du firmament de l'irresponsabilité. Oui, eux, en matière d'irresponsabilité, ils se posent là, parce que il n'y a pas une violence verbale auquel ils n'est souscrit, il n'y a pas un moment où ils n'ont pas jeté de l'huile sur le feu, c'est eux qui ont inventé des expressions comme islamo-syndicalistes, c'est eux qui passent leur temps à montrer du doigt tout le monde, et puis de toute façon, ce sont quasiment des Playmobil, on les voit aussi bien quand ils votent au canon tout et n'importe quoi, et en plus on les voit reprendre comme ça des éléments de langage. Alors chaque semaine, on nous cherche pouille, ça nous amuse, maintenant, on fait un pari pour savoir qui aura droit à l'assaut de la semaine. Bon, c'est Raquel Garrido cette fois-ci. Bon, ils auraient pu se concentrer sur n'importe quoi d'autre. Je pense que les députés La République En Marche devraient mieux utiliser leur temps qu'à faire les petits procureurs qu'ils sont devenus maintenant d'une manière totalement abusive. Restons sur les mots. Il y a un mot qui revient beaucoup, le mot de radicalisation concernant le mouvement. Le Parisien encore en parle aujourd'hui. Non, c'est le Parisien qui se radicalise, c'est pas les mouvements. Hein. Parce que le Parisien, on dirait qu'ils sont dans l'attente d'un incident. Mais ça, c'est pas une attitude journalistique. Il cite l'Élysée. Selon le Parisien, l'Élysée dit que c'est une fin de manifestation qui se radicalise. Non, mais ça, c'est le rêve de l'Élysée. Ils aimeraient pouvoir enfermer le mouvement social dans des scènes et des spectacles de violence. Et vous avez des journaux qui sont engagés, c'est leur droit. Bon, Le Parisien est un journal engagé qui combat le mouvement social et qui utilise toutes les méthodes et toutes les ficelles. Il n'y a pas que Le Parisien qui parle de radicalisation. Eh ben donc il y a d'autres journaux engagés contre la grève, je le sais. Donc vous leur répondez quoi à tous ceux qui parlent de radicalisation? Que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. C'est seulement fait pour faire peur, pour donner l'impression traditionnelle. C'est aussi vieux que le monde et que le monde ouvrier. L'ouvrier, le salarié est une bête pour eux. Et il faut donc sans cesse le montrer dans une forme bestiale, tandis que les maîtres parlent à voix basse. Mais il y a des dizaines de beaux textes de Victor Hugo, de Jean Jaurès, sur ce décalage entre la violence polie des puissants qui peuvent ordonner, par exemple, que tout le monde ne partira pas à la retraite avant 64, 67 ans, exposant les corps, les esprits, les familles à une usure totale, mais ils le font avec une belle voix et l'air suave. Et quand les gens n'en peuvent plus, laissent éclater leur colère, le disent, alors on dit « Ah, regardez, comme ces gens s'énervent ». Les dominants ont toujours fait comme ça. Ils le font avec les femmes, qu'ils traitent d'hystériques quand elles se révoltent contre la situation qui leur est faite. Ils le sont contre les salariés. Ils le sont contre tous ceux qui protestent contre l'ordre établi. Moi, je pourrais vous montrer, Madame Kerouer, des dizaines de photos de moi, le poing fermé, la bouche ouverte, les cheveux en bataille, parce qu'on nous bestialise. C'est comme ça. Qu'avez-vous pensé de la une du Point qui montre Philippe Martinez, le visage extrêmement dur et fermé, avec ce titre, la CGT est en train de je vous remercie la France, puisque je vous remercie de me proposer. Oui, je vous remercie de me proposer la transition, parce que je n'aurais pas fait de publicité pour ce journal qui a vraiment maintenant tellement dérivé sur les rivages de l'extrême droite que c'est choquant, parce que vous avez vu la photo à la une, Monsieur Martinez fait des grimaces comme tout le monde, on peut nous prendre, mais là on dirait vraiment qu'il a un air méchant, qui veut nous mordre. Pas du tout. Philippe Martinez est un syndicaliste issu du syndicat de la métallurgie, c'est comme tous les salariés, comme les syndicalistes, des gens qui donnent leur vie aux autres, ça mérite le respect. Ce n'est pas vrai que la CGT ruine la France, et encore moins Monsieur Martinez. Alors puisqu'on est sur ce point, la question de ruiner la France ou pas, on va continuer sur ce qui se passe dans la rue un instant après, mais il y a cette information cette semaine, la SNCF, 1 milliard d'euros